nous autres, on est en pleine conversation. Salut, bienvenue en plein milieu de cette conversation avec Marie-André Gill, qui est notre invitée aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'applaudir déjà maintenant. On va tourner un peu en arrière quand même. On est à Alma aujourd'hui, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est dans Lettres attachées. C'est notre 3e atelier cette année, après Michel Rabagliati, après Jocelyne Saucier. On recevra aujourd'hui Marie-André Gill. Vous allez pouvoir participer à cet atelier d'écriture. Je pense qu'il y a une quarantaine de bibliothèques qui sont branchées un petit peu partout. Il y a les gens, évidemment, qui sont avec nous ici. Merci d'être là. Vous pouvez vous applaudir. C'est très important. Se valoriser soi-même. C'est très, très important. Donc, comme je le disais, on est à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai étudié juste de l'autre côté, au Saguenay. Je sais que c'est pas la même chose. Je me suis fait dire assez souvent. Région très importante au Québec que tout le monde connaît un peu. Ici, on est à Alma, donc c'est la ville la plus importante, du moins en termes de population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est autour de 30 000 habitants. Il paraît qu'on surnomme Alma la cité de l'hospitalité. Est-ce que c'est vrai? Almatois, almatoise? Oui, tout le monde est comme « yes ». Je m'en vais souper chez chacun d'entre vous ce soir. Entrée, dessert, tu vois, c'est comme ça que ça va se passer, l'hospitalité. On va la tester. La bibliothèque a été créée en 1947. Ici, c'est le premier service de bibliothèque, donc 75 ans l'année dernière pour la bibliothèque municipale d'Alma. Première bibliothécaire ici, ça a été en 1979. Et aujourd'hui, paraît-il qu'il y a 34 % de la population d'Alma qui est abonnée, inscrite à la bibliothèque ici. Marie-André Gill, c'est notre invité aujourd'hui. Est-ce que tu préfères poète ou poétesse? J'ai entendu dire que poétesse, ça pouvait être péjoratif en vieux français. Parfait. T'sais, il paraît qu'en vieux français, ça voulait dire une femme poète qui écrit ses petites affaires de madame. Là, petites affaires cute. Ouais, c'est ça. Fait il paraît que c'est péjoratif et que poète, j'ai l'impression que c'est plus ça. Je le sais à partir de maintenant. Poète Innu, originaire de Mashteyas, qui est ce village ici, maîtrise en littérature à l'Université du Québec de Chicoutimi. À Chicoutimi, plutôt, tu étudies au doctorat en ce moment? Non, j'étudie plus vraiment au doctorat parce que j'ai comme trop d'autres projets. Fait que le doctorat, il prend le bord. Non, le doctorat, de toute façon, à quoi ça sert? Ouais, comme on dit. J'ai plus envie d'être avec le monde. J'ai comme plus envie que ça soit. Comme le dirait Pierre-Yves McSween, un doctorat, en as-tu vraiment besoin? Personne ne le sait. 3 recueils, on les voit ici. Béante, pour lequel tu as été en nomination au prix du gouverneur général. Frayé et Chauffer le dehors, qui est ton plus récent ouvrage. Prix de poésie des littéraires, prix littéraire du Salon du Livre, c'est-à-dire de la poésie du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour chacun de ces recueils-là. Marie-André Gill, moi, ce que j'ai entendu, c'est que au départ, c'est l'amour qui te fait tomber dans la poésie, entre autres la poésie de Miron, la poésie européenne. Qu'est-ce que tu as vécu la première fois que tu as été en contact avec la poésie? Ouais, ben, pour moi, la poésie, ce que ça faisait, c'est que ça venait comme, on dirait, titiller des parties de mon cerveau que je savais pas qui existaient avant, tu sais. Fait que, par exemple, Miron, ça me faisait ça. C'était mélanger aussi le langage de la nature avec un langage comme plus, comment je dirais ça, un langage plus familier aussi, mélangé avec quelque chose de plus... Donc, excuse-moi, on est en plein milieu de ta réponse, puis j'ai tout perdu. Donc, tu disais, tu as découvert la poésie de Miron, ça a ouvert un espace que tu savais pas qu'il existait. Puis, comment tu as décidé que non seulement c'était un espace qui était important pour toi de consommer ou de remplir par la poésie des autres, mais comment tu as décidé que toi aussi, tu avais cet acte poétique en toi? Bien, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à dire aussi, puis à exprimer. Puis la poésie, les images que j'allais lire justement dans d'autres poésies, j'avais envie de m'exprimer de cette façon-là aussi, que c'est pas une façon qui est directe en poésie, c'est souvent comme on utilise des images, des métaphores pour nommer des émotions. Puis moi, c'est quelque chose qui me parlait de pas être nécessairement, c'est écrit directement sur la page, tout ça. J'aimais ça passer un peu par des façons indirectes pour nommer l'expérience humaine, tu sais, finalement. Puis je trouvais que ce médium-là, c'est le médium qui me ressemblait le plus. Ouais. J'en ai essayé toutes sortes d'autres, là, mais celui-là, j'ai comme trouvé chaussure à mon pied, là, vraiment. Il y a une notion d'engagement aussi dont tu fais mention quand tu parles de la poésie. Je sais qu'au début, tu t'es dit, peut-être que ça va être le théâtre, peut-être que ça va être la politique active. Finalement, c'est dans la poésie que tu as trouvé la façon la plus probante, je pense, de t'engager. Comment, pour toi, la poésie, c'est un acte politique ou d'engagement envers sa société? Ouais, ben c'est parce que, mon Dieu, c'est écrire la poésie, c'est comme notre corps, puis ce qu'on est, devient une sorte de vecteur pour parler de ce qui est extérieur à nous, mais aussi de ce qui est intérieur à nous.
Puis c'est comme un langage ben celui-là, il m'allait le mieux. Tu sais, par exemple, j'avais pensé aussi étudier en cinéma, je voulais faire des films, je voulais changer le monde, un peu comme quand on a 20 ans, c'est beaucoup ça. Puis, mais là, j'étais là, ben ça prend beaucoup d'argent, puis là, ça prend des grosses équipes, etc. Ça prend du là, temps. oui, c'est ça. Puis là, j'étais là pour transcender l'expérience humaine, tu sais, j'ai juste besoin de mon expérience, d'un papier puis d'un crayon, tu sais, avec la poésie. Puis aussi, c'est ça, c'est un peu partout aussi, tu sais, je peux avoir mon cahier partout avec moi, puis prendre des notes, etc., puis de travailler aussi, ce que je vis devient mon matériau, tu sais, aussi pour écrire. Tu le dis d'ailleurs, faut que je vive pour pouvoir écrire quelque chose qui a du sens, puis t'écris juste quand tu sens que tu as quelque chose à exprimer qui est pas digérable autrement, à quelques égards. Oui, c'est ça part tout le temps de quelque chose de vécu, tu sais, c'est de la poésie très intimiste, puis très aussi autobiographique là, que je fais. Fait que c'est souvent comme un désir profond de parler d'une réalité que j'ai vécue. Puis je me dis, quand je l'ai vécu, c'est qu'on est plusieurs à vivre, on vit toutes les mêmes affaires, tu sais, on vit toutes de la colère, on vit toutes des peines d'amour, on vit toutes, tu sais, ces choses-là. L'universel dans le personnel. Oui, exactement, c'est ça. L'universel dans le personnel, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais que ça me parlait vraiment beaucoup aussi de dire, c'est pas juste, tu sais, j'écris pas, c'est pas juste Marie-André, tu sais, c'est ça qui écrit, c'est tous les gens ensemble qu'on vit des choses qui se ressemblent toutes, c'est de nommer, d'essayer d'aller toucher ça en écrivant. Là. Avant de poursuivre, je veux juste dire que si vous avez des questions, là, vous pouvez les noter à la toute fin. On va prendre des questions parmi les gens qui sont ici, puis même dans les bibliothèques qui nous regardent en ce moment. Si vous voulez envoyer des questions sur le chat, faites juste dire où vous êtes, la bibliothèque de laquelle vous faites partie, puis Jeanne qui est avec nous va pouvoir prendre vos questions. Je veux parler, en fait, de la langue dans tes œuvres, parce que particulièrement, puisque je le lisais encore hier, mais dans Chauffer le dehors, tu sais, je disais, tu sais, des mots comme Arsoud, puis froc, qui sont de l'argot régional, puis en même temps qui diminuent pas la portée littéraire de ton œuvre. Puis pour moi, il y a cet équilibre-là dans ce que tu fais, c'est-à-dire, oui, porter l'oralité qui t'est propre, ou qui est propre à l'endroit d'où tu viens, à l'endroit que tu veux exprimer, mais il y a aussi cette idée de préserver le geste littéraire en son sens très large et très noble. Comment tu réfléchis à cet équilibre-là quand tu crées? Ouais, ben je pense justement, j'aime ça mélanger un peu cette noblesse-là, tu sais, qu'on pense de la poésie, tu sais, qu'on s'imagine que c'est donc un genre, des fois, qui est comme inaccessible, je sais pas trop. Mais là, mais c'est de le rendre accessible aussi par ce langage-là, tu sais, en utilisant des expressions un peu plus communes ou des mots qui, ça s'écrit pas en français, tu sais, le français, tu sais, c'est aussi de tout enlever ces couches-là qu'on a de est-ce que ça se dit, est-ce que ça se dit pas en français. C'est comme j'ai pas envie de me badrer de tout ça, puis d'y aller vraiment avec comment je parle, tout ça, utiliser vraiment l'oralité. Puis aussi, je viens d'une culture qui est très orale, à Mashtoyat, tout ça. Fait que pour moi, d'utiliser, même si, tu sais, j'écris quelques mots en Innu, tout ça, mais c'est beaucoup le français, puis c'est ça ma langue maternelle. Fait que c'est de rendre hommage quelque part à cette langue-là, que de l'utiliser, comment les gens parlent. Puis je trouve aussi que ça vient toucher à ce qu'on est plus aussi quand on dit ces mots-là, on les fait exister. Tu sais, ça nous fait exister aussi, tu sais, un peu plus. Puis être fier de comment on parle, tout ça, puis pas être comme on parle pas un bon français, etc. Tu sais, moi, je suis contre ça. Là, c'est comme si on se comprend, c'est parce que ça marche. Là. Puis ça rapproche l'art du vrai monde, au bout du compte, ce qu'on cherche, je pense, toujours quand on est dans la culture. Il y a un concept, je pense, qui est important dans ta démarche, c'est le concept de la décolonisation. Tu parles de cette idée de l'amour décolonial, entre autres, par Chauffer le dehors. Tu parles l'idée aussi de décoloniser. Je sais pas si tu es encore dans ce fameux presbytère que tu as acheté. Il y a cette idée aussi de décoloniser des lieux qui ont été considérés comme sacrés. Pourquoi la décolonisation dans l'art, par l'art, c'est quelque chose qui t'habite, puis quelque chose qui, tu penses, est un moteur important dans la création? Ouais. Ben c'est ça, je pense que vu que je viens de Meshtoyat, toute cette question-là m'interpelle beaucoup, puis je voudrais que les gens en soient conscients, que le monde dans lequel on vit, c'est ça, au Québec, ça a été, c'est ça, vraiment colonisé, puis jusqu'où ça vient nous chercher en dedans de nous, c'est ça, cette colonisation-là, comment on fait pour la transcender, puis en parler, voir nos comportements aussi, comment on agit. Des fois, ça vient de plus loin que nous, de comprendre c'est quoi ces mécanismes-là, justement, de la colonisation. Puis c'est aussi de
dans cette démarche-là, par exemple, dans mon presbytère aussi, c'est d'accueillir des artistes qui parlent de la décolonisation dans leurs œuvres. C'est ça que j'essaie de faire aussi dans ce procédé-là. Puis dans l'écriture, c'est juste de pouvoir être qui je suis, tout simplement être authentique dans l'écriture. Fait que si j'ai un bagage québécois, un bagage inou, abénaki, tout ça, il y a comme tout ça qui vient s'insérer, puis qui rend, c'est ça, la parole la plus vraie possible, puis près de moi. Là, c'est ça, une décolonisation vraiment comme plus concrète, mais aussi, c'est ça, juste d'ouvrir les esprits, entre autres, sur ce sujet-là, quand je peux. Là, pas toujours nécessairement dans la poésie, mais plus dans les autres sphères que je touche. Là. La décolonisation, ça a aussi un espèce de rapport au territoire au sens large, là, le territoire qui peut être en nos deux oreilles autant que le territoire tangible, physique. C'est un truc qui existe aussi dans la façon dont tu écris. C'est un truc qui t'inspire. On l'entend dans le vernaculaire que tu utilises. Ouais. Comment tu dirais qu'il est représenté, le territoire, dans l'œuvre de Marie-André Gill? Oui, bien, par exemple, dans Frayé, je parle beaucoup du lac, là, le Pequawagami. Puis pour moi, c'est comme, c'est un personnage, le Pequawagami, puis c'est une façon de parler que le territoire, on lui appartient, puis on guérit avec lui. Puis aussi, c'est que, moi, j'ai grandi dans une réserve, on appelait ça une réserve, et c'est comme, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que, non, je viens pas d'une réserve, je viens d'un territoire vraiment plus vaste, puis que, justement, j'ai des ancêtres, autant Inuits que Québécois, qui ont parcouru ce territoire-là, et que c'est vraiment plus ouvert que ça, que le 15 km² de la réserve imposée par le gouvernement, fait un moment donné, en écrivant, je me suis rendu compte de ça. Fait que dans le processus d'écriture, moi-même, je me suis décolonisée. J'ai décloisonné, la réserve pour être comme, non, tout le territoire, j'ai envie de l'embrasser, puis j'ai envie de me laisser guérir aussi, parce que l'écriture, c'est vraiment quelque chose de puissant, qui peut vraiment nous guérir, puis comprendre mieux d'où on vient, tout ça. Fait que, ouais. Question à 180, c'est quoi pour toi un bon poème? Oh my God! Pas nécessairement les tiens, là, mais en général, ce qui va pour toi faire un bon poème. Hey, je suis assez difficile, on dirait, en poésie. C'est rare que je vais trouver un bon poème. Souvent, il va y avoir un super recueil, puis dedans, il va y avoir juste 2-3 poèmes que je vais être comme « wow ». Mais qu'est-ce qui fait... Je pourrais pas dire. C'est comme un mix de tellement d'ingrédients que improvisé, ou des fois, il y a du hasard là-dedans, ou des fois, ça dépend vraiment ce que je vis en ce moment. On le sait, c'est comme, des fois, il y a des livres qui nous tombent des mains, mais on leur lit 2 ans plus tard, puis on est comme, oh wow, c'est un livre de ma vie. On dirait qu'il parle de moi, mais sauf que, c'est ça. Fait que c'est très circonstanciel, un bon poème, puis ça dépend de ce qu'on est dans notre vie. Fait que c'est trop dur à définir, je pense. Autre question très vaste. Comment on fait quand on n'est pas un lecteur avide ou une lectrice avide de poésie pour entrer dans cet univers-là, puis être capable de trouver une façon d'y rester? Parce que je pense qu'il y a quelque chose dans notre éducation où on va nous faire lire du Nelly Gant, puis tout ça, mais on va faire, mon Dieu, c'est un peu complexe, puis on sait pas comment ça peut nous parler, puis on est comme... Je vais lire des Harry Potter. Puis c'est bon, là, des Harry Potter, c'est juste... Non, moi, je les ai tous lus plusieurs fois, là, mais la réalité, c'est que la poésie aussi a une certaine valeur. Comment on fait pour rester accroché dans cette forme d'art-là, à ton avis? Ouais, je pense que de lire la poésie contemporaine, ça aide un peu, parce que justement, mettons qu'on lit du Nelly Gant, ça parle d'une réalité qui nous touche plus ou moins aujourd'hui. C'est peut-être un peu plus dur de rentrer dans cet univers-là. Puis aussi, on n'a pas nécessairement des formations qui nous amènent à être capable de lire un poème, tout ça. Mais il y a aussi la chanson. La chanson, c'est la poésie, là. On écoute du Richard Desjardins, je veux dire, pour moi, c'est un des poètes, des plus grands poètes au Québec. Fait que, par exemple, puis c'est ça. Fait que la chanson, c'est la poésie. Il y a toutes sortes d'autres genres où ce que la poésie, où elle est, dans le fond, dans plein de genres artistiques, mais aussi juste dans le quotidien. Juste avant que ça commence, on parlait de ça, les expressions que les gens disent. Moi, souvent, je vais entendre les gens comment ils parlent, je vais prendre des notes, je vais être comme « Ah oui, ça, c'est... » Mettons, chauffer le dehors, à un moment donné, c'est quelqu'un... ma mère, vous avez sûrement déjà tout entendu ça, dans la porte, on chauffe pas le dehors. Un moment donné, j'ai entendu cette phrase-là, je suis comme « Hey, mais c'est vraiment une belle phrase. Hey, le prochain recueil que je vais écrire, il va s'appeler de même. » Fait que ça, c'est ça, c'est de recueillir toutes ces expressions-là autour... c'est une façon de rentrer dans la poésie. Il y en a partout dans ce qu'on vit, dans ce qu'on dit, dans les belles choses qui se passent autour de nous, dans l'observation de soit des gens ou de la nature, de plein de choses. C'est partout, la poésie. C'est comme la beauté. C'est où ce qu'on veut, mais
Là, on s'arrête puis on le note. C'est ça l'affaire avec la poésie écrite, mettons. Mais sinon, même si on le note pas, elle est là quand même. C'est comme d'élargir notre définition de ce que c'est que la poésie. J'aime beaucoup l'élargir parce que sinon, on dirait que ça fait comme un peu... C'est un peu élitiste. Des fois, on se dit la poésie, on se dit ça fait partie de... Ouais, tu sais, des fois, ça semble inaccessible ou... c'est ça. Je sais pas si ça va être clair, peut-être que ça va être trop abstrait, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de lecture possible de la poésie. C'est-à-dire, je me dis, bon, moi, je suis un lecteur, je lis un poème, c'est une première interprétation. La façon dont tu l'as écrite, cette poésie-là, comme autrice ou comme poète, c'est une autre interprétation. La façon dont moi je la lis à l'oral, c'est une chose. La façon dont toi, comme poète, tu peux la lire à l'oral ou quelqu'un d'autre peut la lire, c'est un autre niveau de compréhension. Bref, je sais pas c'est quoi ma question avec ça, mais pour toi, est-ce que il y a une façon idéale de recevoir ou d'exprimer la poésie? Ouais. Encore une fois, c'est circonstanciel. Il y a des gens qui écrivent des super beaux poèmes, puis là, ils arrivent pour les lire en avant, puis ils sont comme... blablabla, tu sais, puis ça, on n'entend rien, puis ils regardent pas le monde, tout ça, puis ça... Tu perds la portée. Mais, puis il y a des gens, mais tu sais, je vais aller dans deux extrêmes, tu sais, peut-être quelqu'un qui son poème est peut-être moins fort, mais la façon qu'il va le déclamer, le charisme que la personne va avoir, on va être comme « wow », tu sais. Fait que c'est encore une fois, ça dépend de tellement de choses. Moi, la poésie, c'est ça, j'aime beaucoup la lire, tu sais, ça dépend encore laquelle, mais il y en a que j'aime beaucoup lire, tu sais, toute seule un peu chez nous, tout ça, puis il y en a d'autres que je vais aller écouter, puis ça va être une autre expérience. Ça va être le même poème qui va être lu, ça va être une expérience complètement différente. Fait que je pense qu'elle s'apprécie de plusieurs façons. Puis encore une fois, avec la musique aussi, tu sais, de vraiment s'attarder, tu sais, aux paroles, c'est vraiment un bel exercice à faire. C'est quoi ton plus grand conseil pour quelqu'un qui se dit « j'aimerais ça écrire de la poésie, mais je n'en ai pas encore écrit dans ma vie ». Ouais, ben... Moi, en tout cas, le conseil qui m'a le plus aidé, c'est que quand j'étais dans un sujet, puis que je me disais, bon, ça, je peux-tu parler de ça? C'est-tu trop quétaine, ou c'est-tu trop plate, ou ça me fait-tu trop mal pour aller là? Mais à chaque fois, j'étais à bonne place quand je me disais, bon, j'ai honte un peu de ce sujet-là, j'ai pas envie d'en parler, mais non, ça veut dire que c'est là qu'il faut aller creuser, tu sais. C'est là qu'on arrive à tout se rassembler, c'est dans cette subtilité-là de l'humain, dans le fond. Tout ce qu'on veut pas trop parler, c'est parce qu'on est à la bonne place. Est-ce que donc il y a de la place pour la pudeur quand on est un créateur, une créatrice, particulièrement en poésie? Moi, j'ai l'impression que la pudeur nous sert pas parce que si, tu sais, comme poète, on veut être quelqu'un qui exprime, c'est ça, la réalité humaine, ben il faut se mettre à nu, tu sais. Fait que là, la pudeur, c'est un peu le contraire de se mettre à nu. Fait que il y a comme, ouais, tu sais, plus qu'on se met à nu, plus qu'on va toucher quelque chose qui va rassembler, qui va être plus universel, comme tu disais, je pense. Mais tu sais, la pudeur peut avoir sa place aussi ça dépend de notre démarche. Tu sais. Si le but, c'est pas nécessairement de se mettre à nu, puis le but de la poésie, mettons, est plus esthétique ou est plus dans le rythme, etc., tout ça est valide. C'est ça, la poésie, je trouve que c'est un genre tellement large, avec tellement de possibilités. Il y a comme pas de contraintes. Tu sais. Tu veux écrire un mot sur une page, tu as le droit. Tu sais. Fait que ça peut être ça de gros, ça peut être tout petit. Il y a comme... Tout est possible vraiment avec ce genre-là. C'est pour ça que ça m'attire. Il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Fait que si vous voulez, dans les prochaines minutes, vous pouvez tous et toutes vous mettre tout nu. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des questions pour Marie-André? Oui. Attends, oui, on est... je vais la répéter, la question. Pose-la, puis je vais la répéter. Par rapport à ce que tu dis, là, la pudeur, moi, justement, j'ai commencé à écrire de la poésie parce que je trouvais qu'un journal intime, c'était trop terre à terre. La poésie, il y a quand même un côté de se cacher, tu sais, à travers la métaphore. Ouais. Ma question, c'était, est-ce que tu explores aussi des genres narratifs? Parce que, tu sais, j'ai lu ta nouvelle de Damas Polvin, qui est super bonne, puis j'ai lu juste Chauffer le dehors. Oui, il y a de la prose, hein. Narratif aussi, quand même, ça raconte quelque chose. Est-ce que tu as l'idée d'écrire des nouvelles ou des romans aussi? Alors, la question, c'est est-ce que Marie-André a l'idée d'écrire de la nouvelle ou des romans? J'ai écrit quelques nouvelles déjà, justement pour des prix littéraires de nouvelles ou pour des collectifs aussi. J'ai écrit, c'est ça, dans Wapike, par exemple, qui est de la futurologie autochtone. Puis j'aime beaucoup ça aussi, ce genre-là, mais j'aime le genre court. J'aime ça quand c'est pas trop long. Fait que, la nouvelle, il y a quelque chose que on dirait que j'ai pas envie de passer 3 ans là-dessus. J'ai l'impression qu'un roman, ça prendrait 3 ans. Je dis ça,
Mais en ce moment, j'explore l'écriture du long-métrage de fiction. Finalement, c'est comme écrire un roman, là. C'est super long. Même fait que je m'attendais pas à ça. Moi, je pense que j'ai pas trop réfléchi. Fait que, tu sais, il y a aussi l'écriture de scénario c'est ça, je pense que c'est comme... c'est un nouveau médium pour moi que je tente d'essayer, mais c'est toujours... La poésie a toujours sa place dans tout ce que je fais, ça, c'est sûr. Donc, il y aura du Marie-André Gill en format long. Film ou autre. Jeanne, il y a une question, je pense, via le chat. Oui, alors de la bibliothèque Paul Autrépanie qui est à Granby. Quel état intérieur vous permet le mieux d'amorcer un poème? Ouais. C'est pas drôle à dire, mais c'est tellement plus facile à écrire quand on est mal à quelque part. Quand on a une angoisse, quand on a de la peine, quand on a mal, on dirait qu'on a tellement de choses à dire à propos de ça. Puis quand ça va bien, on est comme, j'ai pas besoin d'écrire. C'est comme quand ça va pas, dans notre vie, on écrit full le journal intime, ouais, puis là, il s'est passé ça, Là, quand ça va bien, c'est comme le cahier il prend le bord, puis on n'écrit plus rien. Fait que c'est ça, c'est un défi d'utiliser l'écriture à d'autres moments que juste quand ça va pas bien. Puis de parler aussi de d'autres réalités, peut-être aussi, de pas juste rester en dedans de moi. Mais c'est ça, l'état... des états précaires, c'est vraiment... c'est commun, là. On a souvent entendu ça de plusieurs personnes qui écrivent. Ça fait écrire, par exemple, des peines d'amour, là. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Oui, Raphaël. Oui. Là, c'était comme ça. On se connaît-tu? Non, on se connaît pas. Là, on se connaît. C'est ça. Je me demandais, dans ton processus de création, tantôt tu parlais que tu as fait tomber un peu les barrières à réserve, tout ça. Mais est-ce que ça t'arrive d'aller sur la limite fascinante pour te recueillir, pour vraiment aller comme en plein milieu du territoire pour créer, un peu comme une retraite? Alors, la question, c'est est-ce que ça t'arrive finalement d'aller sur le territoire autochtone d'où tu viens pour te recentrer puis être capable de créer? Ben oui, je vais beaucoup, c'est ça, dans le bois, là, tu sais, quand je peux. Puis, mais est-ce que c'est dans l'intention de créer? Je sais pas. Tu sais, je vais juste vivre de quoi, puis après ça, je vais voir qu'est-ce que ça va faire. Fait que, tu sais, je fais des descentes de canaux dans le nord, tu sais, puis aussi, des fois, là, comme j'arrive d'un 10 jours d'immersion en langue inuit, avec une famille d'un théâtre, fait que juste de vivre ça, je le fais pas dans le but d'écrire quelque chose, je le fais juste dans le but d'être, là, qui je suis, puis si de là découle une expérience forte, puis j'ai envie d'écrire là-dessus, ça va se faire. Mais anyway, quand je suis dans ces places-là, c'est sûr que j'ai toujours mon cahier. Je suis faite comme ça, j'ai toujours mon cahier partout, tu sais, mais ça pourrait se passer ailleurs dans le monde. Mais moi, j'aime vraiment, c'est ça, tant qu'à voyager, j'aime ça rester, c'est ça, là, dans le Nitassinan, tu sais. Mais le Nitassinan, c'est à la grandeur du Québec, tu sais. Fait que c'est comme, c'est partout, là. Mais c'est aussi aller dans le bois, oui, ça me fait vraiment du bien d'être dans le bois, ça, c'est sûr. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, mais c'est pas toujours accessible. Mais moi, j'ai la chance, avec cette vie-là d'écriture, d'avoir du temps, tu sais, d'avoir du temps pour y aller. Tu sais. Dans le bois, c'est devenu comme un privilège, presque, là, d'être dans la nature aujourd'hui. À quel point c'est important la solitude dans un processus de création? Ah, ben, ça prend de la solitude parce qu'à un moment donné, il faut travailler. Tu sais, c'est bien beau tout ça, prendre toutes des notes un peu partout, mais si on veut que ça donne de quoi, puis il y a toujours plein de monde autour, c'est comme, tu sais, tantôt tu parlais du presbytère, j'habite avec plein de colocs, il y a tout le temps plein d'ados le soir, tu sais, mes enfants ramènent des gangs, puis ils font des niaiseries. Fait que, tu sais, il y a pas de, tu sais, il y a pas tant d'espace solitaire, puis là, je veux travailler sur un recueil, puis finalement, je me rends compte, j'aurais peut-être besoin d'un petit bureau, là. J'aurais peut-être besoin des espaces où je suis toute seule en dehors de la maison, là, c'est clair. Fait que la solitude, ouais, j'ai déjà essayé de faire ça, là, de partir des fois 2 semaines dans le bois tout seul, tu sais, pour pouvoir écrire dans les cabanes, etc. Puis ça marche, ça marche. Face à toi-même, puis avec juste tes idées. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les gens qui sont ici? Oui. Sur quoi vous émerveillez? Qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui émerveille Marie-André Gill, c'est la question. Qu'est-ce qui m'émerveille? Ben, tu sais, tantôt, je parlais de l'expérience humaine. Je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Tu sais, on est vivant. Tu sais, c'est quand même assez incroyable, là. Je sais pas, tu sais, quand on y pense, là, tu sais, tu me poses cette question-là, puis je suis comme, OK, my God, on est comme plein de cellules, on est plein de monde, on est ensemble en ce moment, tu sais. Je pense que c'est le moment présent qui m'émerveille, tu sais.
que je peux être là, vous parler de ça, que j'en reviens pas de mettre un mot après l'autre. Tu sais, c'est ça, c'est quand même tout, ouais, c'est le moment présent, je pense, qui me fait, quand je suis dedans, là, ça me fait capoter. C'est assez incroyable. Ouais, ça prend plusieurs conjonctures et intersections pour qu'on se retrouve tous et toutes ici, en ce moment, ensemble. C'est vrai que des fois, on y pense pas. Anne, je te reviens, mais je pense que Jeanne a une question. Oui, la bibliothèque de Compton. Y a-t-il une culture de la poésie dans la population Innu? En parlez-vous entre vous? Je pense que les Inuits, c'est des poètes par essence, là, presque, parce que la langue est très imagée, très poétique. Moi, je la parle pas couramment, mais tu sais, à ce que je connais de la langue, c'est très, très, très fort. Mais pour la poésie, ça a commencé, poésie publiée, tu sais, c'est un peu plus dans les années 2000 là, 2010, que vraiment, il y a eu des Inuits qui ont publié, tu sais, dont Joséphine Bacon, Natacha Canapé. Puis c'est ça, tu sais, c'est quand même plus récent que c'est écrit, mais je pense que on en parle, tu sais, puis on en parle de plus en plus parce que c'est comme une des façons d'exprimer qui on est, puis de façon identitaire, tout ça. Il y a plusieurs personnes qui prennent ce chemin-là pour faire connaître notre réalité aux gens, là, tout simplement. Anne, je pense qu'il y avait une question ici. Oui, un petit peu une boutade. Je voulais savoir quelle sorte de conversation tu avais avec la révision linguistique, si tu utilises autant de effectivement. Donc, comment tu as géré ça? Comment tu as réussi à faire passer ta langue? Oui, intéressant. Dans la poésie, en fait. Alors, la question, c'est quel genre de conversation tu as avec la révision linguistique, vu ton utilisation de la langue puis de ce métissage aussi linguistique? C'est une très bonne question parce que c'est réel, là, tout ça. Ça dépend avec qui qu'on travaille. C'est juste ça. Moi, ma maison d'édition sont très ouvertes. Je mets pas, c'est ça, le mot arsoud, par exemple, ou bien le fait de pas mettre de ne pas, d'être vraiment plus dans la langue orale. Eux sont super ouverts. Mais c'est la peuplade, ça. Oui, la peuplade. Ouais, si vous voulez publier puis qu'ils vous achalent pas trop avec ça, là, vous irez voir Mylène et Simon. Mais sinon, mettons, j'ai publié dans toutes sortes d'autres collectifs, dans toutes sortes d'autres trucs. Puis il y en a qui sont vraiment à cheval là-dessus. C'est comme non, ça se dit pas de même, ça s'écrit pas de même. Puis là, il faut que j'insiste, j'explique pourquoi. Puis là, après ça, il faut que je fasse des compromis aussi parce qu'ils sont comme non, ça, on peut pas accepter ça. Fait que je dis OK, tu sais, mais fait moi, j'ai pas trop d'attachement. Tu sais, si vraiment eux autres, ils tiennent, ben, OK, c'est pas de problème. Des fois, il y en a qui veulent un mot, quand ils se disent pas, on va le mettre en italique. Bon, moi, tu le mettras en italique, mais c'est ça. Moi, il faut que j'aie beaucoup de détachement. C'est ça aussi, quand on écrit, des fois, on est comme, c'est mon bébé, je veux qu'il reste comme il est. Mais non, tu sais, il faut qu'on le laisse partir, puis il faut qu'on le laisse exister autrement, parce que si on s'attache, on peut être déçu, là. Fait que je pense qu'il y a de ça dans la révision. Dernière petite tournée, s'il y a une question. OK, on va prendre ces deux-là. Il n'y en a pas sur le chat, Jeanne. Fait que ça va être nos deux dernières. On va commencer par Estelle. Je me demandais à partir de quel moment, quel critère on dit ça, c'est de la poésie. Et moi, t'écris quelque chose, mais là, quand est-ce qu'on décide que c'est de la poésie? Alors, la question, c'est à quel moment et quand est-ce qu'on décide que quelque chose est de la poésie? Oui. Ah, mon Dieu, c'est tellement une grande question. Moi, j'entends du monde dire, c'est ça, il y en a qui disent que ça, c'est la poésie, ça, c'en est pas. Moi, je suis du genre, un peu comme je disais tantôt, la poésie est partout, tout le temps, appartient à tout le monde. Fait que si soi-même, on dit que ça en est, ben ça en est. Sauf qu'après ça, oui, tu sais, si on veut se faire publier, tu sais, il faut avoir comme une sorte de reconnaissance, soit de nos pairs ou des personnes qui nous lisent, qui acceptent ça aussi comme de la poésie. Mais sinon, moi, je vois vraiment ça au sens large. Tu sais, c'est partout, c'est dans les mots que les enfants vont dire, c'est dans les expressions, c'est un peu partout. Mais de la poésie écrite, c'est ça, c'est différentes écoles de pensée, je pense. Je peux pas m'avancer plus. C'est un cadre flou et pauvre. Oui. Salut! Tantôt, tu parlais de ton doctorat. Puis, ce que j'avais voulu te poser, c'est comme, est-ce que l'école, c'est la meilleure école? Sinon, c'est quoi, d'après toi, la meilleure école pour avancer, vraiment progresser en poésie?
Ouais. La question, est-ce que l'école, c'est la meilleure école? C'est la seule qu'on connaisse. Non, c'est quoi la meilleure école pour apprendre et avancer en poésie? C'est ça la vraie question. Il n'y a pas nécessairement institution, juste. Ouais, c'est ça. En général, ouais. L'institution, moi, m'a ouvert certaines portes, puis m'a amené certains livres à lire que j'aurais pas lus sinon. Puis m'a amené aussi une capacité d'analyse de la poésie, tout ça. Mais tu sais, on s'entend que, mettons, dans mon bac, on n'a pas vu beaucoup de poésie, tu sais, à mon bac en littérature. Fait que c'est ça. L'école, je pense que c'est juste, faut lire, tu sais, lire de la poésie, mais surtout être dans sa sensibilité, tu sais, puis pratiquer, tu sais, dans le sens, pour écrire de la poésie, ben, faut en écrire souvent, puis il faut en lire beaucoup, puis il faut être, ben, je dis faut. Tout ça, ça doit se faire un peu de façon organique, tu sais, c'est ça, d'être sensible à qu'est-ce qui se dit, à des beaux mots, à les collectionner, tu sais, il y a comme un côté passionnel là-dedans, tu sais, d'être vraiment investi dans un sujet. Fait que c'est ça pour tout, dans le fond, pour tout médium créatif, faut plonger, tu sais, dedans, là, tout simplement. Fait que il y a beaucoup de monde qui écrivent, qui n'ont pas aucune formation là-dedans, puis ils ont juste un intérêt profond, puis un intérêt réel et puis fort, là. Je pense que c'est juste ça que ça prend. La meilleure école, c'est la curiosité et la passion. Oui. Voilà. Ben, moi, ça va être tout. Merci, Marie-André Gill, pour ce moment de conversation. Je pense qu'on peut l'applaudir encore, mais c'est pas fini avec elle. Ouais.